Au sommet de ce journal, signature d'un accord subsidiaire entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Fondation des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire d'un montant de 50 millions de dollars. Dans le district des montagnes, le ministre-gouverneur Albert Flandé s'entretient avec les populations sur le développement de la région. Nous parlerons également d'études supérieures. Le groupe TG Master inaugure son premier campus à Abidjan dénommé TG Master University. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Ouvrons cette édition sur une page de réchauffement climatique. Signature de l'accord subsidiaire entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un contrat carbone du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï pour un montant global de 50 millions de dollars. Le point avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Côte d'Ivoire et vient parachever la mise en œuvre des conditionnalités pour l'entrée en vigueur du contrat d'achat de réduction d'émissions autour du parc national de Taï, signé avec la Banque mondiale le 30 octobre 2020. L'exécution du programme est assurée par le secrétariat du mécanisme RED+, sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il importe de relever que l'objectif du programme de réduction d'émissions autour du parc national de Taï est de rétribuer sur une durée de 5 ans, sur la période notamment de 2021 à 2025, les efforts en matière de séquestration du carbone dans le cadre du mécanisme RED+, à travers notamment les activités de reforestation, de conservation de la biodiversité et d'agroforesterie. Cet accord subsidiaire a pour objet de rétrocéder à la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire la gestion des paiements aux bénéficiaires finaux du programme que sont les communautés rurales riveraines et les structures étatiques en charge de la gestion des forêts et des parcs, c'est-à-dire la SODEFOR et l'EIPR. Il faut dire que cet accord va donc permettre de rétribuer aux bénéficiaires donc des financements à partir des crédits carbone qu'ils auront générés après conservation de l'environnement. Donc vous voyez, c'est un élément important. Il faut donc se baser sur la performance et en d'autres termes, si vous plantez des arbres qui captent le carbone, ça génère des crédits carbone. Plus ça, ce sont des structures étatiques, la SODEFOR, l'OIPR qui gère donc ces aires protégées. Mais il y a aussi la population rurale qui peut aussi donc s'inscrire dans ce mécanisme. Si un village décide, par exemple, de créer une forêt, eh bien, cette forêt peut être inscrite, peut être enregistrée dans le mécanisme. Et au final, si, avec la conservation de ces forêts, eh bien, cela arrive à générer des crédits carbone, eh bien, les financements iront aux propriétaires donc, de ces forêts-là. Ces ressources devront aider à terme à la restauration du couvert forestier et à la lutte contre les effets des variations climatiques dans les 5 régions du sud-ouest autour du parc national de Taï, à savoir le Cavali, le Boclé, le Guémon, la Nawa et San Pedro. Le district des montagnes est un district aux énormes potentialités qui a pour chef-lieu la ville de Mans. Cette partie de la Côte d'Ivoire a d'énormes besoins de développement. L'État de Côte d'Ivoire compte y remédier. C'est justement pour y réfléchir que le ministre-gouverneur Albert Flandé s'est entretenu ce samedi avec les forces vives de la région. Le compte rendu de Issa Badini. À événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Ce samedi 2 octobre à la Caisse Table à Abidjan Plateau, c'est environ 1000 fils et filles du district autonome des montagnes vivant à Abidjan et banlieue qui ont répondu à l'appel du ministre-gouverneur Albert Flandé. Nommé le 18 juin dernier, l'ancien ministre de l'Intégration a présenté sa mission et ses ambitions aux élus, cadres et toutes les couches sociales du désormais district autonome des montagnes, avec lui à sa tête. Compte tenu des missions que le président nous a confiées, à savoir faire en sorte que tout ce qui est en train d'être fait par l'État, à travers ses démembrements, par l'État, à travers les projets, par les structures décentralisées que sont les communes et les maires et les régions, nous devons assurer la coordination et le suivi.
pour faire en sorte que le développement que ça doit génère effectivement. Outre la présentation des missions, la rencontre s'est également voulue solennelle et fraternelle. Mission réussie pour le ministre Flindé, car c'est toutes les 3 régions, les Guémons, les Cavaliers et les Tompi, qui se sont retrouvés pour la circonstance pour parler du développement. C'est vrai, la politique est un jeu, mais l'homme d'abord. Et donc, il faut que nos frères s'entendent pour prendre en main leur région et atteindre un objectif. Il a une longue expérience professionnelle, il a une longue expertise politique, une longue expérience politique et une très grande connaissance de la région parce qu'il a la chance d'avoir des parents dans les autres régions. Et tout ça participe donc de la facilité de son travail. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder. Il a pu nous mobiliser autour de lui pour que les objectifs que le président de la République attend de lui puissent se réaliser dans notre district. Je lui souhaite bon vent, parce qu'il faut dire que dans cette salle, c'était une véritable mobilisation. Et dans cette mobilisation, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de différence en matière de partis politiques. Il y a eu les PDCI, l'UDPCI, le FPI, l'UDS, tous les partis étaient représentés là. Et puis, en ce qui concerne les élus, il n'y a pas eu de différence. Tous les élus de tous bords étaient là. Et vous avez vu les chefs de village, les chefs traditionnels, et bien, les cadres sont sortis nombreux. Et les cadres de tous bords, toute la salle était remplie. Il y a eu une diversité utile. On est heureux d'être ici pour écouter de vive voix, n'est-ce pas, le contenu du district. Le ministre, il a dit que notre région regorge de beaucoup de potentialités humaines, économiques. Et nous espérons que dans l'application de son programme, en tout cas, tous seront associés pour qu'il n'y ait pas un développement déséquilibré. Il faut quand même faire le tour, comme il a dit, le tour, les tournées. Bon, je ne peux pas dire réconciliation, mais c'est tout comme. Vous savez, à l'Ouest, on est vraiment divisé. Et on a besoin de tout le monde, des fils, des filles, des frères. On a besoin de tout le monde. Nous, en tant que jeunes cadres, nous avons notre place dans cet élan de développement qui s'amorce. C'est important pour nous, en tant que femmes, de présenter tous ces aspects au ministre-gouverneur fraîchement nommé pour qu'il sache que les femmes sont là, elles veulent travailler avec lui, elles veulent marcher avec lui, elles veulent l'accompagner. Mais en l'accompagnant, elles veulent être autonomes. Comme l'acteur principal de cet outil est notre frère Albert Flindé, qui lui-même a été maire de Mans, qui a été député, qui est député et qui est ancien ministre, évidemment, il n'y avait pas meilleur pour booster ce développement-là. Comment les entreprises peuvent-elles se performer et favoriser le développement durable par le social? Cette problématique était au cœur d'un atelier d'information et de sensibilisation tenu à la maison du patronat ivoirien. Cette troisième session d'information initiée par la commission gouvernance, éthique et RSE de la CGECI avait pour thème élaborer une stratégie et un reporting RSE, cadre légal et volontaire. Le commentaire de Walter Kofi. Siège du patronat ivoirien d'Abidjan Plateau ce jeudi 30 septembre 2021. Les responsables d'entreprises publiques et privées reçoivent une formation sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises à travers le thème « Élaborer une stratégie et reporting RSE, cadre légal et volontaire ». Selon Cédric Lombardo, expert en management, de l'innovation et du développement durable et formateur, la RSE désigne la prise en compte par les entreprises des enjeux du développement durable au niveau social, économique et environnemental. C'est aussi un moyen de performance des entreprises. Au terme de cet atelier, Diaby Mahmoudou, directeur des ressources humaines de Ageroute et vice-président de la commission gouvernance, éthique et RSE de la CGECI, a donné le cadre de cette formation. C'est un atelier qui fait suite à celui organisé en juin dernier par la commission sur les lois de la démarche éthique en entreprise. Il s'inscrit bien entendu dans nos actions de promotion
de la responsabilité sociétale des entreprises au sein des entreprises. L'intérêt que notre confédération porte naturellement aux questions de RSE s'est traduit depuis une dizaine d'années par la création d'une commission dédiée à ces questions. Donc c'est dire que c'est un intérêt. Cette formation a été initiée par la commission gouvernance, éthique et RSE de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. La fondation BJKD, Bénédicte Janine Kakou Diagou, s'est entretenue avec des jeunes Ivoiriens et des pays de la sous-région sur le développement de l'entrepreneuriat dans le contexte marqué par la Covid-19. Cette conférence, organisée en prélude à la 4e édition du prix d'excellence BJKD, vise à relever le défi de l'employabilité des jeunes et soutenir le développement durable de l'Afrique. Ils sont une centaine de jeunes Ivoiriens et Africains à participer à la première édition des conférences BJKD. Ils ont été entretenus sur le développement de l'entrepreneuriat jeune durable dans le contexte de la Covid-19. Pour les conférenciers, la création de l'auto-emploi est à la fois une solution pour les jeunes et les États africains d'insérer les 10 millions de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi du continent. Il n'y a pas suffisamment d'emplois, l'État ne crée pas suffisamment d'emplois, le secteur privé n'arrive pas également aussi à créer suffisamment d'emplois et donc face à cela, il faut que les jeunes s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Alors le premier des conseils, c'est notamment les compétences et la formation. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils aient donc un bon leadership, qu'ils soient donc humbles et qu'ils soient donc dotés donc d'une très bonne formation donc managériale et qu'ensuite ils soient donc notamment, comment pourrais-je dire, prêts à rentrer donc dans leur projet, qui soient passionnés donc par leur projet, qui croient fermement donc à leur projet et qui soit celui-là même qui porte ce projet-là. Chaque année, 200 000 jeunes Ivoiriens arrivent sur le marché de l'emploi. Face à la demande, les offres de l'État et du secteur privé ne sont toujours pas suffisantes pour tous. Les jeunes semblent avoir pris la pleine mesure de cette réalité. Comme les conférenciers l'ont si bien signifié, c'est important pour un entrepreneur d'être dans un premier temps, d'être formé, d'avoir les bases de gestion, de management et de leadership. Les conférences BJKD sont organisées en marge de la célébration du prix Bénédicte Janine Kakou Diagou. Cette fondation d'utilité publique entend ainsi apporter sa pierre pour relever le défi de l'employabilité des jeunes et de soutenir le développement durable en Afrique. Cette année, nous avons initié cette première conférence pour entretenir les jeunes, renforcer les capacités et comme ils ont vécu des années difficiles à cause de la Covid, on a voulu à travers ces conférences leur apporter, leur demander d'être persévérants, d'être résilients. Selon la Banque africaine de développement, entre 70 et 90% de jeunes en Côte d'Ivoire sont sans emploi. L'inadéquation entre la formation et l'emploi et la faible densité des entreprises formelles sont quelques-unes des causes de cet important taux de chômage de jeunes dans le pays. Ce reportage était signé Philippe Zabo. La ville de Grand-Bassam a accueilli du 27 au 29 septembre 2021 la toute première édition d'un atelier destiné aux innovateurs du secteur de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation. Cet atelier organisé par la GIZ et la GFA dans le cadre de l'initiative internationale Water and Energy for Food vise à établir des systèmes de production alimentaire durables sur le plan environnemental. Pierre Tebeu et Richard Akeke. Voici ce par qui le salut de la sous-région en matière d'alimentation viendra. Ils sont 27 présélectionnés venus de la sous-région ouest-africaine à passer devant le jury pour défendre leur projet sur la problématique posée, à savoir l'eau et l'énergie pour l'alimentation. Le jury retiendra à la fin des auditions 15 innovateurs dont le projet pourra aider à produire plus de nourriture avec moins d'eau et d'énergie. Un objectif ambitieux pour les partenaires lorsqu'on sait que produire plus de nourriture avec moins d'eau et d'énergie dans le contexte actuel est difficile. On affronte plusieurs défis avec le projet. C'est le changement climatique avant tout. C'est aussi la consommation très haute en énergie et en eau pour la production alimentaire. Et on cible de produire plus d'alimentation avec moins d'eau, moins d'énergie.
Nous, on est basé ici en Côte d'Ivoire, mais on travaille dans 9 pays en Afrique de l'Ouest. Et dans tous les pays, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de biomasse, beaucoup de soleil. Donc là, il y a un grand potentiel et il y a aussi une consommation haute pour la production agricole. Pour les startups, il faut creuser les méninges pour nourrir la sous-région. Les 15 PME retenus seront accompagnés pendant 1 an afin de mettre à l'échelle leur innovation. Il faut dire que nous aurons 2 objectifs d'accompagnement précisément. Nous allons les aider donc, à pouvoir élargir leur marché, donc à mettre à échelle leurs innovations qui ont été sélectionnées et avec une orientation donc, vers le marché régional. Donc s'ils peuvent déjà quitter leur marché national pour le marché régional, ce sera vraiment un succès pour nous. Et deuxièmement, au niveau de chaque innovateur, nous voulons bien qu'au terme donc, de l'accompagnement, qu'ils puissent avoir un chiffre d'affaires augmenté de moins 20%. À la satisfaction générale, les innovateurs retenus sont fiers de poursuivre l'aventure. Notre innovation consiste à travailler sur des solutions qui permettent de produire à haut rendement sur des petites superficies. Nous l'avons dénommé d'outils hydroponiques et c'est constitué essentiellement de fibres de coco fertilisées avec des engrais organiques et qui permettent de produire sur des petites superficies, même sur les dates de maison. C'est une joie pour moi, pour mon entreprise, de décrocher ce prix. Mais le fait que je représente valablement mon pays, c'est également un honneur pour moi. L'agriculture demeure un élément central de l'économie ouest-africaine, assurant 30 à 50% du PIB dans la plupart des pays. L'initiative Eau et Énergie pour l'alimentation est financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement des Pays-Bas. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre en charge de la bonne gouvernance ont animé une conférence de presse sur la mise en place du think tank dénommé Centre d'études prospectives en abrégé CEP. Il s'agit d'un centre dédié à la promotion des politiques de développement du continent. Pierre Tebeu et Marius Siri pour nous en parler. Cette conférence de presse avait pour but de présenter les objectifs du nouveau centre dénommé CEP et annoncer la conférence de lancement le 25 octobre 2021. Le think tank, Centre d'études prospectives, le CEP, se veut un centre porté par des actions managériales dont le principe repose sur l'amélioration des conditions de vie des peuples pour un développement durable, harmonieux dans un environnement et climat paisible. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, l'une des chevilles ouvrières de ce centre, le développement de nos États est contrarié par d'innombrables défis structurels, économiques et sociaux. Nous n'en avons pas beaucoup. Il est bon que nous puissions en avoir, qui puissent s'exprimer. Et je peux même vous dire que c'est souvent les cadres, ce sont ces cadres d'expression qui orientent la gouvernance de beaucoup de pays. Que vous allez aux États-Unis, ce sont les think tanks qui font les politiques de gouvernance des institutions et des pays. Vous allez en Europe, c'est pareil. En Afrique, il en existe. Et nous voulons aussi avoir, à côté des think tanks qui existent, nous voulons avoir notre place, mais sous l'inspiration du modèle de l'école Alassane Ouattara. À écouter les promoteurs, le CEP est un espace où se construit la culture de la pensée libre, responsable, opérationnelle et prospective. Ce nouveau centre s'adresse à une cible globale. Les réflexions, les produits de la réflexion du think tank s'adressent aux États certainement au sens formel en termes de gouvernants, mais il faut dire que nous allons au-delà des gouvernants, c'est l'ensemble des populations et des acteurs. Donc la cible, c'est les États, c'est les universitaires, c'est les forces de décision, c'est les syndicats, c'est les agriculteurs, c'est les médecins, c'est les étudiants. Et donc c'est une cible globale. La prospective telle que pensée ici permet de faire des projections à long terme. La prospective consiste donc à penser le futur lointain pour alimenter les plans et programmes de développement des courts et moyens termes. Et pour réussir cela, il faut être neutre dans le jugement, dans l'analyse. Il faut être neutre. Et on dit que
la prospective, c'est une indiscipline, écoutez-moi bien, une indiscipline dans la rigueur scientifique. La conférence inaugurale pour le lancement du CEP se déroulera le lundi 25 octobre 2021 à Abidjan autour du thème central, la zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. Ce thème ne concerne que la conférence inaugurale. Une fois lancé, le CEP devra développer et promouvoir la culture de l'anticipation sur le futur pour provoquer les changements en termes d'amélioration des conditions de vie des populations dans nos différents États. Parlons enseignement supérieur à présent. Le groupe TG Master a récemment inauguré son premier campus universitaire dénommé TG Master University. Situé dans le quartier d'Atoban, dans la commune de Cocody, l'université offre une formation bidiplômante entre la Côte d'Ivoire et la France. Après 8 années à accompagner les jeunes Africains à intégrer les meilleures universités à travers le monde, le groupe TG Master entame un nouveau tournant, celui de l'ouverture d'une université privée. TG Master University a accueilli une délégation composée de représentants du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de parents d'élèves et de partenaires étrangers qui ont pu s'acquérir des commodités qu'offre l'établissement lors de l'inauguration. Avec une capacité d'accueil de 300 étudiants, l'établissement dispose de 15 salles de classe, d'une salle multimédia, d'une bibliothèque, d'une infirmerie et de bureaux dédiés à l'administration. TG Master s'apprête maintenant à former pendant 3 années dans un bachelor en digital ou en business management des personnes, des Ivoiriens, des Africains qui, en étant ici, sans forcément l'obligation de se déplacer, pourront bénéficier d'un accompagnement et des contenus de formation internationaux. Il faut savoir que pour former une seule personne dans une de ces écoles, ça pourrait mobiliser autour de 50 millions, y compris les frais d'études, les frais de vie. Et former localement avec un appui de nos États, de nos gouvernements et de nos ministres de tutelle permettra donc de former beaucoup plus de gens, et c'est l'initiative que TG Master lance à travers TG Master University. L'université TG Master offre un bachelor en business management et digital management, des diplômes qui auront la particularité d'être ivoiriens mais aussi français grâce à des partenariats avec des écoles de renommée internationale. Nous, on a été contactés par les cofondateurs de TG Master University, Léon Sano et Achille Koukou, en vue de la mise en place d'un partenariat avec une particularité qui est la suivante. Ça consistait à proposer un bachelor, une licence ici en Côte d'Ivoire, avec un double diplôme qu'on met en place, avec un diplôme français qu'on va délivrer à leur côté avec nos filières, la Business School et Subdeweb, pour leurs 2 bachelors en business management et en digital management. Et ensuite, au terme de ce cursus, évidemment à condition que les étudiants aient satisfait à l'ensemble des épreuves et validé l'ensemble des épreuves requises pour l'acquisition des compétences, eh bien, ils pourront, s'ils le souhaitent, poursuivre leurs études dans nos campus en France. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur se réjouit du lancement des programmes de TG Master qui vient enrichir l'écosystème de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Vous savez, la mission que nous assigne le président de la République en tant que ministère de l'enseignement supérieur, c'est de former des ressources humaines de qualité, capables d'impulser, d'accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, quand nous venons à une telle cérémonie et qu'on voit un établissement qui est vraiment engagé dans la qualité, à travers ses partenariats, tout ce qu'il y a comme mobilité qui est prévu entre des établissements de renom au niveau international et cette institution, nous ne sommes qu'heureux. Située au cœur du quartier d'Atoban dans la commune de Cocody, l'université TG Master débute sa rentrée académique le 4 octobre 2021 avec 10 jours d'intégration et d'immersion pour les étudiants inscrits en première année bachelor. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.